Bonjour, alors il me fait plaisir de vous accueillir pour notre 5e webinaire intitulé Le calcium est-il suffisant pour combattre l'ostéoporose? Alors nous le savons, l'ostéoporose est une maladie de plus en plus fréquente à travers notre population vieillissante. En fait, au Canada, l'ostéoporose touche une femme sur 4 et un homme sur 8. Donc, il serait vraiment opportun d'arriver à trouver des méthodes naturelles et inoffensives et qui nous permettent finalement de nous prémunir contre ce fléau. Alors, dans un premier temps, nous allons voir la santé des os, comprendre les os, en fait, qu'on perçoit souvent comme étant statiques, mais on va le voir, les os sont des tissus qui sont vivants et qui sont remodelés constamment. En fait, nous assistons à une remodélation complète de l'os dans une période maximale de 3 ans. Nous allons comprendre l'impact des aliments et du mode de vie sur la santé osseuse et donc la prévention de l'ostéopénie et de l'ostéoporose. Et finalement, nous allons explorer ensemble les nutriments et les suppléments qui peuvent devenir des alliés pour prévenir ces fameuses questions et maladies reliées à la santé de l'os. Donc, comme je le mentionnais, l'os est un tissu qui est absolument vivant et en fait, il s'agit même d'organes puisque les os vont servir à la production de cellules sanguines. Donc, que ce soit au niveau de nos globules blancs, de nos globules rouges ou de nos plaquettes, l'os va permettre de produire des cellules souches qui vont se différencier dans ces différents types de cellules qui composent notre système sanguin. L'os va servir également de réserve ou de stockage pour différents minéraux. Donc, évidemment, nous connaissons bien la présence du calcium dans les os. Alors, 99% du calcium présent dans le corps se trouve en fait dans nos os et dans nos dents, mais on retrouve également plusieurs autres minéraux et oligo-éléments importants comme par exemple le magnésium, le potassium, le bore, la silice et une grande quantité d'autres minéraux. Donc, le remodelage de l'os, c'est-à-dire l'apport de nouveaux minéraux et leur incorporation via des cellules que nous appelons des ostéoblastes, et ensuite le vidangeage des cellules osseuses usées par les ostéoclastes, s'effectue constamment. Et comme nous pouvons voir sur la photo ici, la remodélation complète de l'os, c'est-à-dire créer un os complètement nouveau, s'effectue sur une période de 3 ans. Donc, les cellules à retenir au niveau des os sont les ostéoblastes, qui sont les cellules qui vont incorporer le calcium dans la trame osseuse, comme on peut le voir sur l'autre photo, et les ostéoclastes qui vont servir, eux, plutôt de vidangeurs. Et en fait, l'impact hormonal sur les cellules osseuses va s'effectuer notamment au niveau des ostéoclastes. Lorsqu'on va avoir une chute d'estrogène, comme c'est par exemple le cas suite à la ménopause ou dans la période de la périménopause, les ostéoclastes vont s'emballer et c'est là qu'on va voir une destruction beaucoup plus active des cellules osseuses finalement, parce que les ostéoclastes vont travailler plus rapidement que les ostéoblastes qui vont servir à ce moment-là à incorporer le calcium dans l'os. Les ostéoblastes, pour leur part, sont soumis à l'action de la progestérone. Donc, de ce côté, un apport évidemment de progestérone, par exemple comme la progestérone bioidentique, pourrait favoriser l'activité des ostéoblastes. Ensuite, nous voyons dans la diapositive présente que le pic de masse osseuse, c'est-à-dire le moment où nous avons une plus grande densité minérale osseuse, se situe autour de l'âge de 20 ans chez les filles, de 18 ans chez les garçons. Donc, 90% du pic de la masse osseuse va être présent à ce moment de notre vie. C'est donc dire que c'est vraiment
important d'agir au niveau de la prévention, c'est-à-dire que construire notre masse osseuse, ça se fait tout au long de l'enfance, tout au long de l'adolescence. Nous atteignons notre maximum autour de 20 ans. On le préserve plus ou moins de l'âge de 20 à 40 ans et ensuite, nous allons assister à un déclin progressif de la densité osseuse et comme vous pouvez le constater ici, le déclin va s'effectuer de façon d'autant plus rapide suite à l'apparition de la ménopause pour la question des ostéoclastes qui seront à ce moment-là plus actifs en raison de la carence d'estrogène, comme je l'expliquais un peu plus tôt. Donc, vraiment, quand on est rendu à avoir un diagnostic d'ostéoporose, il est certain que nous pouvons toujours renverser le processus, mais il serait vraiment opportun de travailler beaucoup plus du côté de la prévention. Donc, comment est évaluée finalement la fameuse question de la densité osseuse? C'est à l'aide d'un appareil qu'on appelle l'ostéodensitométrie, qui va nous permettre d'aller comptabiliser ce qu'on appelle le T-score. Et le T-score, c'est finalement une évaluation de notre masse osseuse par rapport à un groupe témoin de personnes variant, dont l'âge varie entre 20 et 40 ans finalement. Et c'est l'écart type entre notre taux de masse osseuse et celui du groupe témoin qui va déterminer le T-score ou la variation. Alors, lorsque nous sommes dans une situation où notre écart type finalement est semblable ou moins d'1% inférieur au groupe témoin, à ce moment-là, on parle d'une ostéodensitométrie normale. Entre 1 et 2,5% de variation d'écart type en moins, nous allons parler d'ostéopénie, donc premier stade, si on veut, de déminéralisation de notre trame osseuse. Et lorsque nous avons ou nous scorons un écart type supérieur à 2,5, c'est-à-dire finalement que nous avons moins de 2,5 d'écart type par rapport au groupe témoin, à ce moment-là, nous parlons vraiment d'un état d'ostéoporose. Alors, nous voyons ici un exemple de cette variation de l'écart type. Alors, quel est l'impact finalement de la densité minérale osseuse sur le taux de fracture? Nous voyons donc dans la colonne de droite une densité minérale osseuse normale qui va progressivement ou qui peut progressivement évoluer vers l'ostéopénie, donc la variation à moins 1% jusqu'à moins 2,5, c'est-à-dire pas 1%, mais moins de 1 jusqu'à 2,5 d'écart type par rapport au groupe témoin, et ensuite vers l'ostéoporose lorsque nous atteignons le 2,5 d'écart type. Alors, vraiment, ce n'est pas directement l'ostéoporose qui occasionne les fractures, mais simplement la densité minérale osseuse est un très bon indicateur du risque d'ostéoporose. Donc, plus la densité minérale osseuse, qu'on abrévie ici par DMO, sera faible, plus nous assistons à un risque élevé ou accru de fracture. Évidemment, nous savons qu'il y a une corrélation importante entre les fractures, notamment les fractures de la hanche, et le taux de mortalité. Donc, il faut vraiment s'occuper de cette question de l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose, nous disons qu'elle est définie par la perte de densité minérale osseuse. Encore une fois, on nous revient avec l'écart type de plus de 2,5 et on dit qu'elle est évidemment 2 fois plus présente chez les femmes que chez les hommes. En chiffres, 2 millions de Canadiens sont atteints d'ostéoporose, une femme sur 4, comme je le mentionnais, et un homme sur 8 de plus de 50 ans sont touchés par l'ostéoporose. Et on dit, ce qui est encore beaucoup plus grave, que l'ostéoporose cause des fractures chez la moitié des femmes de plus de 65 ans qui sont touchées par l'ostéoporose.
C'est donc dire que lorsqu'une femme obtient un diagnostic d'ostéoporose, dès qu'elle va passer l'âge de 65 ans, elle a une chance sur deux ou un risque sur deux de souffrir d'une fracture. Alors, nous parlons souvent de maladies comme par exemple le cancer du sein ou de maladies cardiovasculaires parce qu'évidemment, ce sont les maladies qui vont causer le plus de décès chez les femmes au Canada. Mais par contre, en termes de journées d'hospitalisation, les fractures reliées à l'ostéoporose qui touchent les hanches vont occasionner plus de journées d'hospitalisation que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les crises cardiaques, etc. Le risque à vie de fracture de la hanche est de 1 sur 6. Donc, nous voyons que après 65 ans, si nous avons un diagnostic d'ostéoporose, c'est une chance sur 2, mais le risque à vie, c'est-à-dire peu importe l'âge que nous regardons, une femme sur 6 finalement, ou une personne sur 6 va risquer de développer une fracture de la hanche, alors que le risque de cancer du sein est de 1 sur 9. Donc, nous avons plus de chances finalement d'avoir une fracture de la hanche que d'avoir un cancer du sein. Par contre, évidemment, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Hein. Ce qui est aussi très troublant pour moi, c'est qu'une femme sur 4 qui a une nouvelle fracture vertébrale va connaître une autre fracture à l'intérieur d'une année. Donc, une fois que la roue est enclenchée, une fois que le processus d'ostéoporose cause ces dégâts, en général, il va y avoir une suite d'événements qui vont toucher la santé osseuse. Donc, ça ne sera habituellement pas un événement isolé. Une femme sur 4, une nouvelle fracture à l'intérieur d'une année. En termes de coûts, l'ostéoporose coûte aux Canadiens 1,9 milliard de dollars annuellement. En termes de signes visibles de l'ostéoporose, bon, évidemment, nous pouvons noter des changements au niveau des mouvements. Il peut y avoir de la douleur au niveau des différentes articulations, mais surtout des articulations majeures, comme par exemple les os des hanches, mais aussi au niveau de la colonne vertébrale. Et le fait que la colonne vertébrale sera moins résistante et peut progressivement se voûter, ça va exercer une pression sur les poumons et sur les organes du système digestif, une pression qui peut se traduire par des difficultés à respirer ou des sensations de gêne dans le système digestif. En termes de fractures, 20% des fractures de la hanche vont amener un décès, 25% des fractures vont nécessiter des soins de longue durée et ce qui n'est pas non plus négligeable, c'est l'impact psychologique de ce type de fracture puisque la perte d'autonomie qu'elles vont générer va souvent amener de la détresse psychologique comme des troubles dépressifs ou des troubles anxieux, par exemple. Donc, en résumé, l'ostéoporose est définie lorsque nous avons une variation de plus de 2,5% par rapport au groupe témoin. C'est un problème très commun qui touche une femme sur 4 au Canada et il y a une forte corrélation entre le taux de mortalité et le taux de fracture ainsi que le nombre de journées d'hospitalisation. Alors ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire pour maximiser notre santé osseuse? Alors, au niveau de la prévention, que pouvons-nous changer ou améliorer au niveau de notre régime alimentaire, de notre mode de vie et finalement au niveau des suppléments nutritionnels? Alors, nous savons, d'après différentes études épidémiologiques, qu'une alimentation riche en sucre raffiné, en farine raffinée, en sel et en huile raffinée et parallèlement pauvre en fibres et en densité nutritionnelle, donc des aliments ne bénéficiant pas d'une forte densité nutritionnelle qu'on appelons communément le fast-food. Alors, nous savons que ce type d'alimentation va affaiblir les os. Parallèlement, une alimentation qui va favoriser la santé osseuse sera une alimentation qui va être riche en fruits et légumes, en protéines de bonne qualité, en calcium et en autres minéraux tels que le magnésium et vitamines telles que par exemple la vitamine K. Alors, il n'y a pas de secret ici. Nous retrouvons les mêmes facteurs de risque au niveau alimentaire
que ce soit pour la santé osseuse, que ce soit pour la santé cardiovasculaire, que ce soit pour protéger notre système nerveux et notre mémoire, etc., etc. Donc, quand les aliments sont bons pour un aspect de notre santé, en général, ils vont également offrir un effet protecteur sur d'autres plans. Alors, quand vous modifiez votre alimentation pour finalement favoriser ou optimiser votre santé osseuse, parallèlement, vous améliorez également votre santé cardiovasculaire, votre santé neuronale et du système nerveux et compagnie. C'est également cette alimentation riche en fruits et légumes, en bonnes protéines, pauvre en gras raffinés, tout ça, une alimentation qui va offrir des effets protecteurs au niveau du cancer, par exemple. Les pourcentages de la population présentant des apports nutritionnels insuffisants, c'est toujours un graphique qui est très intéressant de présenter. Il date de 2001-2002. Selon moi, il serait probablement encore, ce serait sûrement des figures encore plus troublantes si nous faisions ce même tableau, cette même étude dans les années présentes. Alors, nous voyons que la carence vitaminique la plus fréquente, c'est en vitamine E. Donc, la vitamine E qui est une vitamine liposoluble qui permet notamment de préserver l'intégrité de nos membranes cellulaires, de notre couche de myéline autour du système nerveux, donc qui est un antioxydant là, vraiment majeur. Ensuite, au niveau des minéraux, nous voyons que la carence minérale la plus importante, c'est au niveau du magnésium. Bon, évidemment, les gens sont sensibilisés au niveau du calcium et vont chercher à se supplémenter en calcium, mais un peu moins d'éducation a été réalisée au niveau du magnésium. Et il y a aussi que le magnésium est très, très, très utilisé par le corps. Le magnésium sert de coenzyme pour activer au moins 200 familles d'enzymes et également va être très important, notamment au niveau du système nerveux. Donc, on le sait, le système nerveux est soumis à beaucoup de stress dans notre mode de vie moderne. Alors, ce n'est pas surprenant de trouver le magnésium en première position en termes de carence minérale. Alors, ceci étant dit, nous savons que le magnésium va travailler conjointement et de façon synergique avec le calcium au niveau de la santé osseuse. Alors, le fait que 56 de la population soit déficient en magnésium, ça explique aussi pourquoi le taux d'ostéoporose est tellement élevé. Au niveau des aliments, donc nous allons voir le rôle un peu plus particulier, par exemple, du lait, le café, le sucre, le sel, l'alcool, les protéines et l'acidité. En fait, ce qu'il faut retenir ici, le mot-clé, c'est acidité. Le café, le sucre et l'alcool sont des aliments qui sont, des pseudo-aliments qui sont particulièrement acidifiants et nous allons voir l'importance de préserver un équilibre acido-basique optimal. Nous allons voir aussi la question du lait, qui est souvent une question un peu controversée, et également le rôle des protéines au niveau de la préservation de la masse osseuse. Donc, le lait et ses dérivés, contrairement à la croyance populaire et contrairement aux publicités, je dirais, très abondantes de l'industrie des produits laitiers canadiens, les produits laitiers ne sont pas associés à une augmentation de la densité minérale osseuse chez la femme. Alors, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire, les études cliniques ne tiennent pas la route. Nous n'arrivons pas à démontrer une corrélation entre l'augmentation de la densité de la masse osseuse chez les femmes et la consommation de produits laitiers. De la même façon, un apport faible ou réduit en produits laitiers n'augmente pas le risque de fracture. Alors, les gens qui ont une aversion ou des intolérances ou des allergies envers les produits laitiers seront rassurés d'apprendre que les études cliniques ne nous démontrent pas qu'il y ait de lien intéressant, contrairement à la croyance populaire. Alors, le calcium peut avoir un effet bénéfique pour les enfants et les adolescents ainsi que les femmes de moins de 30 ans, mais vraiment pour la population là, à risque de l'ostéoporose, nous ne pouvons pas établir de corrélation positive. Dans des études animales, on voit que le lait de soya pourrait même être supérieur quant à la prévention de l'ostéoporose comparativement au lait de vache. Ensuite, alors, quels autres aliments pourraient nous fournir du calcium en quantité intéressante?
Dans un premier temps, nous retrouvons le hareng. Ensuite, tous les légumes verts foncés. Donc, légumes verts feuillus, riches en calcium, mais également en acide folique qui va jouer un rôle aussi au niveau du métabolisme de l'homocystéine. Donc, les légumes verts foncés, notamment le brocoli, très intéressant comme source alimentaire de calcium. Bon, les fromages qui sont quand même intéressants en termes d'apport de calcium, les graines de sésame ou le tahini, le tofu, les amandes et les autres noix. Donc, il existe vraiment une variété d'aliments qui peuvent nous fournir le calcium et de façon beaucoup plus efficace que le lait peut le faire. Alors, qu'en est-il de la fameuse question de l'équilibre acido-basique? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que l'équilibre acido-basique va exercer un enjeu majeur au niveau de la santé osseuse. Parce que nous l'avons vu au début, les os vont servir de réservoir pour le pool calcique. Donc, le corps va stocker, emmagasiner finalement le calcium et d'autres minéraux dans les os. Et ces minéraux-là sont en fait des sources alcalines. Si vous voyez ici, par exemple, le calcium plus, donc le calcium c'est plus 2, c'est-à-dire que nous allons retrouver des éléments alcalinisants dans les minéraux, dont le calcium. Alors, une des priorités de notre corps, c'est de préserver notre pH ou notre taux d'acidité sanguine dans un écart variant entre 7,35 et 7,45. Alors, le corps a vraiment 3 grandes priorités: préserver son équilibre acido-basique, préserver sa température basale et approvisionner notre cerveau en glucose, finalement, pour que tout le restant du corps puisse fonctionner. Alors, le pH est très important parce que pour que différentes fonctions soient réalisées dans le corps, par exemple, l'activation de certaines enzymes, il faut vraiment préserver ce pH entre 7,35 et 7,45 au niveau sanguin. Donc, lorsque le corps est acidifié par exemple, l'apport de pseudo-aliments acidifiants comme le café, comme un excès de citrus, le vinaigre, le sucre raffiné, etc., ces aliments acidifiants vont modifier le pH et le corps, pour pouvoir rétablir son pH, va aller voler finalement les minéraux alcalins qu'on retrouve dans nos os, comme le calcium, pour venir neutraliser l'acidité dans le sang. Alors, à la longue, évidemment, ce processus va entraîner une déminéralisation si nous ne pallions pas à remplacer le calcium qui a été utilisé finalement pour neutraliser l'acidité. Et en plus de l'apport d'aliments acides, notre corps fabrique constamment des acides. Je pense par exemple à l'acide lactique qui est produit lors de l'activité physique. Donc, c'est important d'apporter constamment des aliments basiques, c'est-à-dire des aliments qui vont être riches en minéraux, à notre corps afin de pallier à cette production endogène d'acides. Alors, les aliments les plus acides, on a parlé par exemple du café, etc., mais le blé est également très acidifiant. La viande rouge, les édulcorants, les sucres de toutes sortes. Au niveau des alcalins, les légumes, principalement les légumes racines, puisqu'ils seront plus riches à ce moment-là en minéraux, l'huile d'olive. Et le citron, vous savez, c'est un autre sujet à débat. Le citron, nous disons souvent qu'il est acide, mais qu'il va laisser des sels résiduels alcalins dans le corps. Donc, sa transformation au total sera plus alcaline que acide. Cependant, il faut comprendre que les citrons qui sont mûris dans des caisses durant le transport vers le Québec ou le Canada n'ont pas la possibilité d'extraire les minéraux de l'arbre à ce moment-là, et donc leur capacité à laisser des résidus alcalins dans le corps risque d'être grandement altérée. Donc, pour le citron, j'irais vraiment avec un bémol, parce que malgré ce qu'on en dit, la question de la production devient vraiment importante. Alors, voici une liste des aliments acides et des aliments alcalins. C'est une liste qu'on peut facilement retrouver sur Internet. Vous pouvez même la trouver en français. Et simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'il existe évidemment beaucoup plus d'aliments acides et donc même très acides, la colonne de gauche, versus les aliments les plus alcalinisants.
Et donc, les aliments alcalinisants sont finalement surtout les aliments qu'on retrouve dans le règne végétal. Alors, il faut vraiment faire un effort conscient pour avoir une alimentation de type alcalin et une alimentation donc aussi de type végétarienne ou méditerranéenne qui fait une grande place aux légumes frais et évidemment s'éloigner le plus possible de tout ce qui est très raffiné, c'est ce qu'on retrouve dans la colonne de gauche. Alors l'alimentation standard nord-américaine avec tous les aliments raffinés, comme vous le voyez, est très, très, très acidifiante, d'où le lien avec un risque accru d'ostéoporose parmi nos populations. Alors, on voit que les études cliniques confirment ce fait, que les apports de potassium, magnésium, fruits et légumes sont associés à une plus grande densité minérale osseuse, autant chez les hommes que chez les femmes, et également au sein de la population en général. Donc, il faut vraiment rechercher une alimentation à production de sels résiduels alcalins. Maintenant, la question des protéines. Alors, un faible apport en protéines se traduit par une altération du métabolisme osseux, une réduction de l'absorption du calcium et un affaiblissement de la réparation musculaire. Alors, malgré l'effet acidifiant de certaines protéines, notamment des protéines provenant des aliments d'origine animale, particulièrement la viande rouge, il faut consommer une quantité adéquate afin de préserver notre masse osseuse. Alors, l'idéal, c'est évidemment de combiner les protéines de source végétale et de source animale afin de minimiser justement l'apport de résidus acides. Et la quantité optimale de protéines, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il s'agit de 1 à 1,5 g de protéines par kilogramme de masse corporelle. Donc, si vous avez un poids, par exemple, moyen, disons, de 80 kg, à ce moment-là, il faudra aller pour un apport en protéines variant de 80 à 120 grammes de protéines par jour. Alors, pour les gens qui ont de la difficulté à aller chercher les protéines du côté alimentaire, il y a toujours la possibilité de supplémenter avec des breuvages, par exemple, d'isolat de petits laits. Le Ultra Whey chez AOR fournit 21 grammes de protéines par portion. Donc, si nous consommons, par exemple, 2 portions par jour, nous aurions déjà la moitié de l'apport protéinique recommandé de comptabiliser. Alors, aller chercher un autre 40 grammes avec les aliments, ce n'est pas vraiment difficile. Alors voilà, 1 à 1,5 g de protéines par kilogramme de masse corporelle. Alors, pour les protéines, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut en consommer une quantité suffisante. Trop peu de protéines va altérer le métabolisme osseux et si on en consomme trop également, parce qu'à ce moment-là, nous allons aller chercher un effet qui va être acidifiant. Les phytoestrogènes, donc ces fameuses molécules que nous retrouvons notamment dans le tofu et les autres aliments à base de soya. Bon, on les retrouve aussi dans certaines plantes, mais en termes d'aliments, c'est plus au niveau du soya. Donc, les populations ayant un apport plus élevé en soya ont des taux inférieurs d'ostéoporose et le pays de comparaison est souvent le Japon. Alors, ce qui est bien important de comprendre, c'est que oui, ils ont un apport en aliments riches en phytoestrogènes d'un côté, mais ce sont aussi souvent des populations qui ont une alimentation plutôt protectrice, c'est-à-dire où il y aura moins d'aliments acidifiants, moins d'aliments transformés. Alors, c'est probablement une combinaison des deux aspects qui va offrir l'effet protecteur. Et ça peut expliquer la question des résultats mitigés dans les études cliniques où nous allons supplémenter la population en phytoestrogènes. Alors, il y a d'un côté l'apport de phytoestrogènes, mais possiblement que n'ayant pas l'effet protecteur de l'alimentation, c'est ce qui explique les résultats qui sont un peu plus partagés au niveau des études cliniques comparativement aux études épidémiologiques où on étudie des populations, par exemple. Alors, ce qu'il faut voir, c'est comparer l'apport en phytoestrogènes au cours de la vie, c'est-à-dire lorsque ça fait partie intégrante de l'alimentation de la population. Alors, on dit que les phytoestrogènes sont bénéfiques lorsqu'ils sont pris en tant qu'aliments complets. Et il y a plusieurs facteurs qui contribuent à leur effet positif. Donc, il peut y avoir un effet donc au niveau de la masse osseuse, mais également, ils ont un effet de régulation
au niveau hormonal. Donc, ils sont particulièrement intéressants pour les femmes en période de ménopause, de ménopause précoce ou même une fois la ménopause installée. Alors, supplémenter en phytoestrogènes simplement au niveau de l'impact sur la masse osseuse pourrait ne pas représenter d'effet aussi intéressant qu'on le dit. Il faut plutôt voir donc la question dans l'ensemble, c'est-à-dire apporter les phytoestrogènes, mais plutôt sur un plan alimentaire, mais toujours en combinant avec les autres facteurs, donc l'alimentation plutôt alcalinisante et évidemment l'activité physique. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions durant le webinaire, vous pouvez les inscrire dans la boîte apparaissant à la droite de votre écran et je vais répondre aux questions à la fin du webinaire ou vous pouvez également nous contacter directement chez AOR par courriel ou par téléphone. Alors, en termes de mode de vie, donc nous revenons avec la fameuse question de l'activité physique. Il faudra également maintenir un poids santé. Bon, l'arrêt du tabac qui est souhaitable pour l'ostéoporose, mais également dans toutes les autres maladies. Donc, les 5 webinaires vont parler de l'arrêt du tabac et également la question de la gestion du stress. Donc, l'impact de l'activité physique au niveau de l'ostéoporose est quand même important. Nous voyons que les études nous démontrent que les jeunes actifs ont une densité minérale osseuse de 5 à 17 plus élevée que les adultes. C'est très significatif puisque nous avons vu que la préparation et la construction de cette fameuse masse osseuse qui va nous suivre pour le restant de notre vie se fait particulièrement au niveau de l'adolescence. Les femmes qui restent actives, quant à elles, ont une densité minérale osseuse plus élevée de 5 à 19 On a vu chez des adolescents qu'un simple 6 mois de musculation avait permis d'augmenter la densité minérale osseuse jusqu'à près de 5 Et les exercices de perte de poids favorisent l'augmentation de la densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées. Alors, l'impact de l'exercice se fait notamment du fait que c'est le fait de bouger les muscles va créer une tension sur l'os et donc lancer le message aux ostéoblastes qu'il faut incorporer des nouvelles cellules et donc du nouveau calcium dans notre os. Donc, l'impact de l'activité physique est vraiment important. Il faut voir que le supplément de calcium, oui, c'est important, mais toujours combiné avec une alimentation de type alcalinisante et l'activité physique qui va permettre donc aux ostéoblastes d'incorporer ce fameux calcium dans la trame osseuse. Maintenir un poids santé, bon, on le sait, c'est important pour différentes maladies, bon, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le diabète au niveau du système nerveux. Et l'intérêt finalement de maintenir le poids santé, c'est notamment dû au fait que les tissus adipeux vont générer beaucoup d'inflammation et vont créer un environnement hormonal hostile. Ils vont permettre de recycler et d'entreposer les hormones stéroïdiennes comme les estrogènes qui vont aussi contribuer à l'inflammation. Également vont accentuer le taux de cortisol, donc tous des facteurs qui sont très, très, très inflammatoires. Parallèlement, une perte trop rapide de poids pourrait altérer la formation osseuse et augmenter le risque de fracture. Donc, un peu comme la question des protéines, l'idée, c'est d'avoir un poids optimal ou donc un apport de protéines optimal. Trop peu va créer des problèmes et trop va créer d'autres types de problèmes. Donc, c'est toujours une question d'essayer d'atteindre un équilibre. En termes de gestion du stress, c'est que nous savons que le stress va générer la production de cortisol par les glandes surrénales. Et le taux de cortisol élevé va avoir un impact négatif sur les ostéoblastes, donc les cellules qui incorporent le calcium dans l'os. Alors, l'hypercortisolémie subclinique, donc un taux de cortisol trop élevé, diagnostiqué ou pas, va être lié à un taux d'ostéoporose plus élevé. Nous voyons aussi que les femmes déprimées, donc souvent qui ont des surrénales qui vont être en moins bonne forme, vont avoir une densité minérale osseuse inférieure jusqu'à 10 par rapport au groupe témoin. Alors,
La gestion du stress est un facteur qui est souvent négligé dans le cas de l'ostéoporose, mais c'est une question extrêmement importante qu'il faut absolument adresser parce que tant que le cortisol sera élevé, le risque d'ostéoporose sera présent même si nous supplémentons adéquatement. Alors, en termes de suppléments, les blocs principaux qui vont nous permettre de construire l'os sont évidemment le calcium, le magnésium, mais aussi la vitamine D et la vitamine K, des vitamines qui appartiennent au groupe des vitamines liposolubles, et les constructeurs avancés qui sont donc ceux qui sont présents en moins grande quantité, mais qui vont nous permettre, dans plusieurs cas, de renverser le fameux processus d'ostéoporose. Alors, dans ce cas-ci, nous parlons du strontium, un minéral moins connu, mais qui gagne à être connu parce qu'il y a des belles propriétés. Ensuite, la protéine basique du lait, dont nous avons l'exclusivité chez AOR et dont je vais vous parler. Et évidemment, encore une fois, les vitamines D et K. Alors, nous l'avons mentionné, 99% du calcium du corps se trouve dans les os et les dents. Les carences réduisent le pic de masse osseuse et causent l'ostéoporose, on le sait. Et la supplémentation, dans la plupart des formes de calcium, va permettre de ralentir la perte osseuse. Évidemment, il y a des formes de calcium qui sont mieux assimilées que d'autres, mais dans tous les cas, nous allons avoir un impact positif. Alors, pour comparer les différents types de calcium, nous voyons que le calcium le moins bien assimilé, c'est le carbonate de calcium. Malheureusement, c'est le calcium qui est souvent recommandé en médecine conventionnelle et ce calcium-là n'est absorbé à environ que 22 %. Alors évidemment, le 80 % restant risque d'occasionner des problèmes comme par exemple les calculs rénaux et dans beaucoup de cas, la constipation. Le citrate de calcium est déjà un peu mieux, 27 %, le calcium du lait, 29 % et le citrate malade de calcium, lui, va jusqu'à 35 %. On voit donc une efficacité variant d'environ 20 % jusqu'à 35 % dans l'absorption du calcium. Chez AOR, la forme de calcium que nous utilisons, c'est ce que nous appelons le complexe hydroxyapatite microcristalline d'océine, ou en anglais, l'Ocean Microcrystalline Hydroxyapatite Complex, que nous abrévions sous les lettres MCHC. Donc, quand vous voyez sur les étiquettes le fameux MCHC, vous savez que c'est finalement la poudre d'os bovin qui a été réduite en très petites fines particules et évidemment qui a été testée là, pour s'assurer qu'elle soit exempt de tout type de résidus que nous n'aimerions pas retrouver dans nos os, comme par exemple des métaux lourds comme le plomb, et également de tout type de maladies comme la maladie de la vache folle. Donc évidemment, tout ça est très bien testé, c'est des suppléments de qualité pharmaceutique. Et l'intérêt d'avoir ce type de calcium, c'est qu'en plus de retrouver le calcium, nous allons retrouver tous les autres minéraux qui sont naturellement présents dans l'os. Je pense notamment au phosphore, qui est absolument nécessaire à l'assimilation du calcium, mais que si on le prend en excès, va à ce moment-là devenir un antagoniste du calcium et donc va faire qu'on va perdre le calcium. Et donc, il faut avoir les minéraux dans les bonnes proportions et sur leur bonne forme. Alors, quand nous prenons la poudre d'os comme telle, c'est ce que nous retrouvons. Nous retrouvons également naturellement des protéines dans la poudre d'os et des facteurs de croissance, puisque, nous l'avons vu, l'os est soumis à des messages hormonaux. Alors, les essais cliniques chez les humains et les méta-analyses nous permettent de constater que ce type de calcium, le MCHC, arrête et éventuellement permet d'inverser la perte osseuse. Et évidemment, il va être supérieur au carbonate de calcium. Alors, la question qu'on nous pose ensuite, c'est la fameuse question du dosage, une question qui revient souvent dans l'industrie. Alors, nous savons que si nous prenons plus de 500 mg de calcium en une seule dose, à ce moment-là, l'excédent ne sera pas bien assimilé. Donc, il faut diviser les prises de calcium en différents moments durant la journée. L'apport en calcium devrait représenter entre 1000 et 1500 mg par jour. Par exemple, en cas de ménopause, nous allons tendre plus vers le 1500 mg. De façon typique, quand je fais des bilans alimentaires, je constate que les femmes moyennes consomment 4 à 500 mg de calcium par jour, ce qui nous laisse un vide à combler ou un manque à combler quand même de 1000 mg de calcium en moyenne par jour. Alors, ensuite, il faut savoir quand
consommer le calcium. L'idéal, c'est de le consommer avec la nourriture à ce moment-là parce qu'il y a une production accrue d'acide chlorhydrique qui va nous permettre d'absorber le calcium. On peut prendre des doses également plus élevées au moment du coucher, ce qui va nous permettre de favoriser le sommeil. Le calcium et les minéraux en général ont un effet calmant sur le système nerveux. Et aussi, ça nous permet d'espacer la prise par rapport à certains médicaments. Je pense par exemple au supplément de synthroïde, donc pour la glande thyroïde. Il ne faut pas le combiner avec le supplément de calcium. Alors, le fait de le prendre au coucher, ça peut permettre de le prendre à l'extérieur des autres médicaments. Petit point très important à signaler également, c'est que beaucoup de femmes, principalement à la ménopause, prennent des médicaments de type inhibiteur de la pompe calcique. C'est ce qu'on appelle communément des médicaments antiacides. Et il faut savoir que les médicaments antiacides augmentent le risque d'ostéoporose puisqu'ils vont à ce moment-là diminuer l'absorption des minéraux, dont le calcium, au niveau de l'estomac. Donc, si on prend un médicament qui bloque l'acidité, il faut être conscient qu'on ne doit pas prendre le supplément de calcium en même temps et que nous risquons à ce moment-là de développer un risque d'ostéoporose beaucoup plus élevé puisque nous bloquons l'absorption de nos minéraux. Les minéraux aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le calcium, lorsqu'on le prend tout seul, et c'est ce qu'on constate dans certaines études cliniques, notamment au niveau des maladies cardiovasculaires et les infarctus du myocarde, le calcium risque d'augmenter ce type de maladie. Nous avons vu que tous les calciums ne sont pas absorbés de la même façon. Lorsqu'on prend un calcium qui est peu absorbable, l'excédent de ce calcium se retrouve quelque part. Dans certains cas, ça va être le long des artères et ça va contribuer au durcissement des artères. Alors, c'est bien important que le calcium soit toujours accompagné de d'autres minéraux, comme par exemple le magnésium, et également de rajouter des suppléments comme la vitamine K que nous allons voir. La vitamine K va contribuer à garder le calcium où il doit être et à éviter qu'il se ramasse à ce moment-là au niveau des parois de nos artères. La vitamine D, donc on parle beaucoup de la vitamine D depuis quelques années. La vitamine D stimule l'absorption et la retention du calcium dans les os, d'où l'importance de la prendre pour ne pas retrouver le type de problème dont nous venons de mentionner. Et les bienfaits sont détectés avec et sans l'utilisation du calcium sous forme de supplément. Donc déjà, de prendre la vitamine D va permettre, même si une personne ne consommerait pas de supplément de calcium, va permettre de mieux assimiler le calcium qu'on retrouve dans l'alimentation. Alors, la vitamine D permet d'augmenter la densité minérale osseuse, de diminuer le risque de chute et également le risque de fracture. Alors, il y a beaucoup de craintes autour de la vitamine D puisqu'il s'agit d'une vitamine liposoluble, donc d'une vitamine qui est accumulée dans le corps comparativement aux vitamines hydrosolubles comme la vitamine D, la vitamine B et la vitamine C que nous éliminons là, à tous les jours. Mais ce que les études nous démontrent, c'est que la plupart d'entre nous souffront de graves carences au niveau de la vitamine D. Une exposition au soleil nous permet d'aller fabriquer de 10 000 jusqu'à 20 000 unités de vitamine D, et ça, c'est évidemment en théorie. Il faut pour ça que le corps soit exposé. Il ne faut pas utiliser de crème contre le soleil, puisqu'à ce moment-là, vous allez bloquer la fameuse production de vitamine D. Et on voit dans des études qui ont été réalisées chez des surfeurs d'Hawaï que même chez certaines personnes, leur production de vitamine D n'était pas adéquate. Donc, en théorie, nous arrivons à la faire, mais ce n'est pas toujours le cas pour les facteurs que je vous ai mentionnés. Alors, ce qui est important de constater aussi, c'est que le 10 000 à 20 000 unités de vitamine D que nous allons produire naturellement lors de notre exposition au solaire est 20 fois plus grande que le maximum autorisé par Santé Canada, qui est de 1000 unités internationales. Donc, vraiment, 1000 unités internationales, c'est un minimum. Dans une étude qui a été réalisée à Edmonton, nous avons vu que 69 des garçons et 35 des filles étaient carencés en vitamine D puisque les gens en général ne sont pas exposés au soleil entre les mois d'octobre et les mois de mars. On a tendance aussi à arrêter la supplémentation en vitamine D durant les mois d'été, ce qui n'est pas toujours opportun parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense notamment aux personnes âgées, donc notre population justement le plus à risque pour l'ostéoporose,
qui ne sont pas très exposés au soleil durant l'été, ils restent à l'air climatisé à l'intérieur et donc ce n'est pas souhaitable évidemment dans ces cas-là de diminuer l'apport en vitamine D. Bon, alors évidemment le temps passé à l'extérieur est en corrélation avec le taux de vitamine D puisque c'est l'impact du soleil sur la peau qui va permettre la production endogène dans notre corps de vitamine D. La vitamine D, au-delà de son rôle au niveau de la prévention de l'ostéoporose, a été impliquée également dans la réduction de plusieurs cancers, comme le cancer du côlon, une réduction vraiment incroyable, un taux de 80 cancer du sein, réduction de 60 cancer de la prostate, et également un rôle notable au niveau des maladies auto-immunes, comme par exemple la sclérose en plaques et les maladies inflammatoires de l'intestin qui sont vraiment là, en nombre croissant depuis quelques années dû à l'apport massif de blé dans notre alimentation. Alors, combien ai-je besoin de vitamine D par jour? Selon les informations la plus récente, nous voyons que la dose qui permet de protéger l'os, c'est de 800 000 unités internationales. Par contre, ce n'est pas le dosage optimal au niveau sanguin. Pour vraiment vérifier si votre taux est adéquat pour vous, votre taux de supplément, il faut faire un dosage sanguin. Donc, vous demandez à votre médecin ou à votre naturopathe d'effectuer le test pour la vitamine D et nous devons atteindre un seuil optimal de 100 à 200 nanomoles par litre pour avoir l'effet optimal de protection que présente la vitamine D. Le magnésium, donc le magnésium, nous l'avons dit, c'est le deuxième minéral le plus abondant dans le corps. Et nous avons vu qu'il est carencé chez plus de la moitié de la population. 50 à 60 du magnésium se retrouve dans les os, donc nous comprenons l'impact de la carence en magnésium au niveau de l'ostéoporose. Les apports élevés en magnésium ont été associés à une plus grande densité minérale osseuse chez les personnes âgées. Alors, la fameuse vitamine K, c'est un peu la petite dernière dont nous parlons au niveau de la santé osseuse, donc c'est quand même assez récent dans notre discours naturopathique, l'apport de vitamine K2. Donc, la vitamine K2 est essentielle à la coagulation, à la solidité des os et à la santé du système cardiovasculaire en général. La vitamine K2 sert de cofacteur dans la production des protéines structurelles dans les os. Donc, elle permet finalement de recycler l'ostéocalcine, qui est une protéine très importante pour la minéralisation des os. La vitamine K va également exercer un rôle très important de prévention de la calcification anormale des vaisseaux sanguins. C'est ce que je vous disais il y a quelques diapositives plus tôt, lorsque nous avons vu l'étude qui associait finalement la supplémentation en calcium en un risque accru au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc, la vitamine K va permettre de prévenir cette fameuse calcification, mais également de réparer le revêtement des vaisseaux sanguins. Donc, très, très importante, autant au niveau de la trame osseuse que des vaisseaux sanguins. Alors, dans les études cliniques, nous constatons que la vitamine K2 va permettre de diminuer le taux de fracture et elle va exercer son effet de façon absolument comparable aux médicaments de type biphosphonate qui sont prescrits. Alors, les fameux biphosphonates sont des médicaments qui vont favoriser la retention du calcium dans l'os. Le problème, c'est que la qualité du calcium ou des cellules osseuses à ce moment-là n'est pas toujours là. Donc, en termes de nombre, c'est vrai que ça exerce un effet positif, mais en termes de qualité de la trame osseuse, c'est là où il y a vraiment des résultats qui sont plus que discutables. Alors, si on sait qu'avec la vitamine K2, nous pouvons obtenir les avantages finalement des biphosphonates sans les inconvénients, ça devient très intéressant. Si toutefois nous décidons d'utiliser des médicaments de type biphosphonate, la vitamine K2 va agir en synergie avec ces médicaments-là. Donc, ce n'est pas parce que vous consommez les médicaments que vous devez vous priver d'utiliser la vitamine K2. Le seul lien au niveau des médicaments, c'est si vous prenez des médicaments anticoagulants, comme par exemple la warfarine, parce que la warfarine va avoir un effet très négatif au niveau de la vitamine K2.
Alors, la vitamine K2 permet de préserver et d'augmenter la densité minérale osseuse et donc la qualité générale de l'os. Cependant, nous avons un problème au Canada concernant la vitamine K2, puisque Santé Canada nous permet un apport maximal sous forme de supplément de 120 microgrammes, alors que dans les études cliniques, nous voyons que les doses optimales sont 45 à 60 milligrammes et dans certaines études, nous allons jusqu'à 90 milligrammes. Donc, si vous allez de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, vous allez retrouver des suppléments avec des dosages beaucoup plus élevés en termes de quantité de vitamine K2. Malheureusement, au Canada, nous sommes limités à 120 microgrammes. Et la raison pour cette limite imposée par Santé Canada, c'est à cause de l'effet anticoagulant de la vitamine K. Mais en fait, la vitamine, la forme qui exerce l'action anticoagulante, c'est surtout la vitamine K1. C'est celle qu'on retrouve sous la forme alimentaire, dans les légumes verts feuillus notamment. Mais ce que nous constatons dans les études cliniques, c'est que la forme K2 en général n'exerce pas cet effet-là. Elle va, oui, avoir une interaction avec les médicaments, mais pas si elle est utilisée seule. L'autre chose à retenir pour la vitamine K, c'est qu'une faible absorption des matières grasses va altérer l'assimilation de la vitamine K. On pense aux gens, par exemple, qui ont des troubles avec la vésicule biliaire ou dans les cas, par exemple, de maladies cœliaques, puisque la vitamine K, comme la vitamine A, D et E, sont des vitamines liposolubles, donc ils doivent être émulsionnés par les selles biliaires pour pouvoir être absorbés. Le deuxième point dont il faut discuter par rapport à la vitamine K, c'est la fameuse question du MK4 versus le MK7. Donc, nous l'avons vu, la forme de supplément, c'est la vitamine K2. Et dans la vitamine K2, il existe deux formes présentement disponibles sur le marché, la MK4 versus la MK7. Donc, la MK7, c'est la forme qui est détectée dans les plantes. C'est également la forme qui dure le plus longtemps dans le sang. Alors, certaines compagnies qui utilisent cette forme vont vous dire quelle est la forme à privilégier. Cependant, la vitamine MK7 doit être convertie en MK4 dans le corps pour être utilisée. La MK4, c'est la forme active. C'est la forme qu'on retrouve, par exemple, dans le lait maternel. Donc, c'est la forme qui est prête à l'emploi. Alors, la raison pour laquelle la MK7 est retrouvée au niveau sanguin plus longtemps, c'est tout simplement parce que c'est la forme sous laquelle le corps va stocker la vitamine K2 ou la vitamine K finalement, et au besoin, elle sera convertie en MK4 qui est la forme active. L'autre point à retenir, c'est que la vitamine K7 est faite à partir de soya, qui est un allergène commun, donc ça peut être une contre-indication pour certaines personnes. Et également la vitamine MK4 la vitamine K qui est utilisée dans les études cliniques, c'est la MK4. Donc, la MK7, même si elle est plus abondante au niveau sanguin, il faut savoir que ce n'est pas la vitamine qui a fait l'objet d'études cliniques. Alors, pour cette raison, chez AOR, nous avons fait le choix d'utiliser la forme MK4, qui est la forme biodisponible. Il existe à cet effet une fiche qui a été préparée par la compagnie, qui est très intéressante, qui nous permet de comparer la MK4, les avantages de la MK4 versus la MK7. Donc, en termes de dosage, nous allons aller vers des dosages variant de 45 à 90 mg. Donc, à ces doses-là, nous voyons que la MK4 n'a pas d'effet secondaire en termes de coagulation. Bon, toujours évidemment à prendre avec un grain de sel en ce qui a trait au niveau de la warfarine, par contre. Alors, au niveau des suppléments de calcium, le calcium de base que nous utilisons chez AOR, donc dans notre gamme bleue, c'est le calcium qu'on appelle le Bone Basic. Donc, toujours notre calcium sous forme de hydroxyapatite microcristallisée. Alors, 6 capsules par jour vont fournir 1000 mg de calcium, qui correspond donc au dosage recommandé. C'est un calcium qui va contenir un oligo-élément très important, le bore. Ça contient évidemment le magnésium sous forme de citrate et d'oxyde, la vitamine K2, donc sous forme de MK4 comme nous venons
de le discuter à un dosage de 120 microgrammes. La vitamine D est également inclus dans le Bone Basic. Donc, c'est vraiment une nutrition complète pour les os que nous retrouvons sous forme de 6 capsules par jour. Alors, parfois, les gens vont objecter au fait que ce soit 6 capsules par jour, mais si nous prenons bien le temps de comprendre que c'est un dosage optimal d'une forme de calcium qui est très bien absorbée, mais également qui contient les autres éléments qui sont importants pour l'os, comme la vitamine K et la vitamine D, finalement, ce n'est pas un si grand dosage là, que de devoir prendre 6 capsules par jour, 2 par repas, et finalement, les besoins en calcium sont comblés. Ensuite, nous avons une formule qui est plus avancée, donc dans notre gamme rose chez Aware, qu'on appelle le Orthobone, qui est très semblable au Bone Basic, mais dans lequel nous avons rajouté en plus la silice. La silice est un oligo-élément qui va permettre de stimuler la formation osseuse et l'utilisation du calcium et de la vitamine D. Et on a rajouté également des vitamines du groupe B, comme par exemple la B12, qui est importante afin de réduire la production d'homocystéine. L'homocystéine est un résidu qui est normalement métabolisé au niveau de la méthylation et ce résidu est nocif, bon, que ce soit au niveau de l'ostéoporose, mais aussi au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, nous avons vu les éléments nutritifs qui permettent de construire. Maintenant, nous allons voir les suppléments plus avancés pour la santé des os. Le strontium, donc un minéral un peu moins connu, mais qui est quand même le premier minéral de la construction osseuse. Les recherches sur le strontium ont quand même commencé dans les années 1940, donc ce n'est pas nouveau, même si on le connaît un peu moins. Les essais cliniques qui ont été réalisés en 2002 ont démontré un gain de densité osseuse d'environ 3 au niveau de la hanche après 2 ans de supplémentation au strontium et de 14 au niveau de la colonne vertébrale après 3 ans. Bon, ça peut sembler beaucoup, 2 ans et 3 ans, mais comme nous l'avons vu, le pic de masse osseuse survient à l'âge de 20 ans et ensuite, c'est 20 ans ou 40 ans que nous passons à perdre progressivement, finalement, notre masse osseuse. Alors, 2 ans ou 3 ans de supplémentation pour pallier à 20-40 ans de mode de vie et d'usure de l'os, c'est quand même pas si mal. Alors, il faut voir que c'est des suppléments dont l'effet va se faire sentir à un peu plus long terme. Alors, le strontium, au niveau de la réduction des fractures, en 3 ans, les femmes qui ont consommé le strontium ont eu 41 moins de nouvelles fractures que celles qui prenaient uniquement le calcium et la vitamine D3. Alors, le strontium, à cause de cette question sur les fractures, va permettre de minimiser les douleurs et de favoriser la mobilité. Il y a aussi la question de la sécurité qui se pose pour le strontium. Des gens qui connaissaient moins ce supplément avaient peur du strontium, mais une étude clinique dont les résultats viennent de sortir en 2012 et qui a porté sur 10 ans nous prouve la sécurité du strontium hors de tout doute et nous démontre que le strontium réduit le taux de fracture vertébrale de 35 donc plus d'un tiers, et les fractures non vertébrales, comme par exemple le fémur, de 38 Donc, vraiment un impact très, 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 très considérable sur la santé des os avec le strontium. Alors, on voit ici un graphique qui nous montre l'utilisation du strontium sur 48 mois, donc 4 ans d'utilisation. Alors, on voit que par rapport au placebo, quand le strontium était utilisé, nous avons eu une belle augmentation de la densité minérale osseuse, donc la ligne avec les carrés. Et quand nous avons, après 4 ans, remplacé le strontium par le placebo, on voit la chute de la densité minérale osseuse. Et parallèlement, on peut constater, dans la ligne avec les triangles, que pour les personnes qui ont pris le placebo, bon, non seulement ils n'ont pas eu d'amélioration de la densité minérale, mais ils ont eu évidemment une perte, puisqu'on le sait, avec le temps, il y aura une dégradation. Et après 48 mois, lorsque nous avons passé ce groupe témoin au supplément de strontium, tout à coup, on voit une belle amélioration de la densité minérale osseuse. Alors, le mécanisme d'action du strontium est intéressant puisqu'il agit sur les deux côtés, c'est-à-dire qu'il va favoriser les récepteurs à strontium sur les ostéoblastes et donc augmenter le nombre d'ostéoblastes, ces fameuses cellules qui permettent de construire de l'os sur la trame osseuse. Et parallèlement, il va diminuer la résorption de la masse osseuse
en agissant sur les ostéoclastes. Donc, il va augmenter les ostéoblastes et réduire les ostéoclastes. Il agit sur les deux tableaux. Alors, les autres bienfaits, évidemment, pour les femmes ménopausées qui ne souffraient pas d'ostéoporose, on voit quand même une amélioration de 2 2,46 de la densité minérale osseuse. Ça va améliorer la synthèse et la structure des os dans d'autres maladies, comme par exemple le rachitisme, qui est la carence en vitamine D, maladie de Cushing, donc au niveau des surrénales, l'ostéomalacie et d'autres types de maladies affectant les os. Des recherches aussi nous démontrent un impact futur possible du strontium au niveau de la stimulation de la formation du cartilage, donc dans les stades précoces de la maladie. Alors, ça serait intéressant dans les cas, par exemple, d'arthrose, donc pas seulement au niveau de l'os, mais donc au niveau du cartilage. On voit que le strontium semble exercer un effet également très positif. Alors, Strontium Support, c'est le produit que nous avons chez AOR. N'a démontré aucun effet secondaire dans les études cliniques. La dose la plus efficace est de 680 mg. C'est la dose que vous retrouvez dans 2 petites capsules de strontium. On recommande de prendre le strontium loin du calcium et des repas. Donc, ma préférence, c'est vraiment d'utiliser le supplément de calcium, comme on parlait du Bone Basic, à 2 capsules par repas, et à ce moment-là, de prendre les 2 capsules de strontium au moment du coucher. Ça permet d'éviter l'interaction, la compétition, là, finalement, au niveau intestinal du strontium avec le calcium. L'autre supplément dont j'aimerais vous entretenir, c'est un supplément moins connu parce que les études ont été faites beaucoup au Japon sur une protéine particulière du lait qu'on appelle la protéine basique du lait. Alors, comme vous le voyez sur le graphique, la protéine qui compose la protéine basique du lait est issue de la protéine du petit lait et non pas de la caséine. Alors, pour les gens qui ont une très grande allergie au lait, ça pourrait être problématique. Mais pour le commun des mortels, même pour les gens qui n'ont qu'une intolérance au lait, ce petit supplément ne posera pas de problème. C'est vraiment une toute petite capsule et qui a beaucoup d'effets très positifs. Alors, en résumé, ce qu'on voit au niveau de la protéine basique du lait, c'est qu'elle va permettre de stimuler l'activité et la prolifération des ostéoblastes, donc les cellules qui construisent la masse osseuse, va stimuler la production de collagène, donc le collagène qui sert finalement de trame sur laquelle le calcium sera déposé, donc le collagène est très important, d'où l'intérêt de consommer des protéines. Ça va permettre la protéine basique du lait de supprimer l'activité et la prolifération des ostéoclastes, donc les cellules responsables de la résorption osseuse, et ça va permettre d'améliorer grandement l'absorption et la rétention du calcium dans les os. Alors, les études ont été faites avec la protéine basique du lait, soit avec l'apport de calcium, mais aussi sans l'apport de calcium au niveau de suppléments, avec des résultats intéressants dans les deux cas. Alors, nous voyons ici un résumé d'études qui démontre une augmentation en 6 mois chez les femmes ménopausées de l'augmentation de la minéralisation de l'os. Alors, c'est intéressant parce que la protéine basique du lait va permettre d'agir en 6 mois, alors que le strontium, lui, on voyait un effet à un peu plus long terme, 2, 3 et 4 ans. Alors, on pourrait très bien combiner les deux éléments et c'est ce que nous avons fait chez AOR. Alors, on a la protéine basique du lait toute seule en capsule de 40 mg et nous l'avons également combinée avec le strontium dans le produit qui s'appelle le Advanced Bone Protection Plus Strontium. So, on a la possibilité de le prendre le strontium tout seul, la protéine basique du lait toute seule ou les deux éléments combinés pour aller chercher vraiment un effet synergique là, très intéressant. Alors, en résumé, les éléments nutritifs qui sont importants pour la santé des os, évidemment, nous avons vu le calcium, la vitamine D, la vitamine K, mais aussi à ne pas négliger les autres éléments comme le magnésium et le bore. En termes de nutriments avancés, nous avons parlé du strontium, également de la protéine basique du lait. Il ne faut toujours pas minimiser l'impact de l'exercice, l'activité physique et également de l'alimentation de type alcalinisante. Donc, si nous voulons regarder en termes de protocole ce que ça pourrait représenter, nous partons avec
donc la nutrition complète pour l'os, soit avec le Bone Basic, soit avec le OrthoBone. Et nous allons ensuite rajouter le Advanced Bone Protection, qui serait donc la protéine de petit lait toute seule, ou nous pouvons aussi rajouter le strontium support. Plus nous avançons vers un risque important d'ostéoporose, il faut aller avec des suppléments, disons, de plus en plus performants, et ou, à ce moment-là, le supplément dont je vous parlais, le Advanced Bone Protection plus Strontium, qui combine les deux ensemble. Comme il n'y a pas d'effet secondaire notable au niveau du strontium, selon moi, l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser les deux produits combinés. Alors, c'est deux petites capsules que vous prenez au moment du coucher à ce moment-là et vous avez vos besoins qui sont complètement couverts et vous avez une maximisation de la prise de votre calcium. Et à ce moment-là, vous pouvez dormir l'esprit tranquille en termes du risque occasionné par l'ostéoporose, tant au niveau des fractures que des décès et des autres problèmes, comme nous avons mentionné, en termes d'impact psychologique là, de cette maladie. Alors, si vous voulez avoir des ressources additionnelles, je vous ai mentionné le document qui discutait de l'apport de vitamine MK4 versus la MK7. Donc, la MK4, je vous le rappelle, c'est la forme que nous utilisons chez AOR parce que c'est la forme qui a démontré un impact positif dans les études cliniques. Et nous avons aussi un autre document très intéressant qui parle des recommandations générales, donc un peu un résumé de ce webinaire pour la santé osseuse. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter chez AOR à tech@aor.ca. Vous pouvez aussi me contacter directement à cduma@aor.ca. Donc, ça m'a fait un grand plaisir de vous accueillir pour ce 5e webinaire. Je vous invite à être présent le mois prochain pour le webinaire sur la santé des femmes, un webinaire très intéressant qui va nous parler des méthodes et des moyens pour atteindre un équilibre hormonal optimal, mais aussi pour minimiser l'impact du stress sur notre système nerveux et donc notre système hormonal. Alors, encore une fois, je vous remercie pour votre présence et je vous attends en juillet pour le webinaire sur la santé des femmes. Merci.